Bienvenue, merci d'être ici parmi nous pour une conférence sur la structure des comètes. Cette conférence a été programmée dans le cadre de la mission Rosetta et nous avons le plaisir donc aujourd'hui d'accueillir Madame Annie-Chantal Levasseur-Regour, astrophysicienne spécialiste des comètes et professeure d'astronomie et de physique spatiale à l'université Pierre et Marie Curie et chercheur au LATMOS. Donc je vais vous laisser la parole et puis bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Et merci de votre patience parce que beaucoup sont arrivés il y a longtemps déjà. On pourrait peut-être baisser un petit peu les lumières pour qu'on voit mieux les images. Bien. Bon, donc j'ai commencé avec cette image que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà vue, une image du noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est précisément la cible de la mission Rosetta. Et dans le cadre de cet exposé, j'aimerais parler à la fois de ce qu'ont pu être les spéculations, les hypothèses à propos des comètes, et en particulier de comment sont-elles faites. Il suffit qu'on regarde ça. Plus commode. Il suffit qu'on regarde cette image du noyau pour se rendre compte que c'est très irrégulier, c'est très cabossé, il y a beaucoup d'histoire qui est présente là-dedans. Comme on a donc pu passer à faire déjà des spéculations et des hypothèses, donc ça me permettra de reciter un petit peu le contexte. Et puis, parce que certains d'entre vous ont suivi la mission Rosetta, ont envie d'avoir plus de précision, je détaillerai un petit peu cette mission qui nous apporte vraiment par rapport à des observations antérieures, une vérité terrain. Je parlerai un petit peu du petit module Philae. Beaucoup en ont entendu parler. Il doit se poser sur le noyau de la comète au mois de novembre, mais ça n'est pas tout de la mission. La mission, c'est une mission qui dure au moins 2 ans, et je vous parlerai de quelques premiers résultats. Donc, commençons déjà avec ce que j'ai appelé spéculation et hypothèse. Et on part déjà de l'apparence des comètes. Vous le savez, les comètes, elles sont connues depuis très longtemps. Dans un ciel nocturne, en particulier sans lumière parasite, elles peuvent se voir de façon très spectaculaire. J'ai mis ici une photo de la comète Hale-Bopp, qui était visible en particulier en 97, pendant plusieurs mois, au printemps 97, et qui est la dernière belle comète qui était visible sous nos latitudes. On la voyait depuis la place de la Concorde à Paris, sans aucun problème. Enfin, si on savait où regarder, et évidemment, quand on était en race campagne, c'était nettement plus spectaculaire. Donc, ça a été observé depuis très longtemps parce que ces comètes ont d'impressionnants panaches lumineux que vous voyez sur cette image, qu'on appelle les queues des comètes, qui émergent d'une région brillante qu'on appelle soit la chevelure, soit la coma. Coma, ça veut dire chevelure en latin ou en anglais aussi, pour une comète. Et par ailleurs, il a été remarqué dès le début de la Renaissance que les queues des comètes sont dans la direction opposée à celle du Soleil, comme si elles étaient poussées par le Soleil. Et puis aussi, à la Renaissance, Tycho Brahe a pu établir par parallaxe qu'elles étaient au-delà de l'atmosphère terrestre. Et ça, c'était une surprise, parce qu'on se disait, les comètes, ça change, donc ça ne peut pas être des objets célestes, parce que le ciel ne change pas. Bon, et puis au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu des grands progrès là-dedans. La mécanique céleste, évidemment, les observations de Halley, la gravitation universelle de Newton. Et puis, petit à petit, on a pu donc comprendre que pour la plupart d'entre elles, elles se déplacent sur des courbes fermées très allongées, des ellipses, beaucoup plus allongées que les orbites, qui sont elliptiques certes, mais des planètes, et qu'elles sont très sensibles aux perturbations gravitationnelles. Quand une comète se trouve à passer pas loin d'une planète, en particulier une grosse planète comme Jupiter, eh bien son orbite peut changer un petit peu. Et ça, c'est tout de suite une indication du fait qu'elles ne doivent pas avoir une masse énorme. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu aussi des travaux qui ont été faits aussi bien de la polarisation de la lumière par Arago
les débuts de la spectroscopie par Jensen. Et tout ça, ça a permis, dès la fin du 19e siècle, de comprendre que ce que j'appelle maintenant la queue de poussière, cette queue blanchâtre, elle est constituée de petites poussières qui diffusent, qui polarisent la lumière solaire, et elle est recourbée par la pression du rayonnement solaire. Cependant que la queue bleutée que vous voyez, c'est une queue qui est constituée d'ions, qui, comme les gaz présents dans la comète, sont fluorescents, et ces ions sont repoussés aussi. Et en fait, je ne sais plus si je l'avais mis là ou non, oui, là, quand on regarde une comète depuis la Terre, même avec des instruments plus sophistiqués que nos yeux, eh bien, on peut voir la chevelure, on peut voir les queues de la comète. Mais on ne voit pas le noyau que je mettais précisément excusez-moi, sur la première image. On ne voit pas le noyau, et pourtant, il existe, et c'est vers 1950, excusez-moi, je ne veux pas m'étouffer, c'est vers 1950 que Fred Whipple a pu concevoir l'existence d'un noyau cométaire. Il se trouvait qu'il y avait quelque chose d'assez cocasse, alors que les lois de la mécanique céleste étaient fort bien connues. Il y a des comètes qui arrivaient en avance et d'autres en retard à leur périhélie, et tous les gens qui faisaient des calculs s'arrachaient les cheveux à cause de ça. Et donc Fred Whipple a fait un très beau raisonnement d'astrophysicien en disant, alors qu'on ne pensait pas du tout à l'époque, imaginons qu'au cœur des comètes, il y ait quelque chose de solide constitué de glace et de poussière. Eh bien, quand ce quelque chose se rapproche du Soleil, c'est mon image à gauche et pas trop loin du Soleil, les glaces vont, non pas fondre, on est dans le vide, hein, elles vont se sublimer, elles vont se vaporiser, et ça va faire des gaz, et puis ces gaz vont entraîner avec eux, s'il y en a dans les parages, des petites poussières, des petites particules solides. Et donc, ça va se passer du côté ensoleillé. Et de l'autre côté, il va y avoir une force de réaction. Et puis, si par ailleurs ce noyau se comporte comme les planètes, comme le Soleil, s'il tourne autour de son axe, alors cette force de réaction ne va pas être... Décidément. J'avais de travers. Cette force de réaction ne va pas être directement sur la ligne noyau-soleil, elle va être un petit peu déplacée parce que la région la plus chaude, c'est pas la région qui est juste en face du soleil, c'est la région qui a déjà été un petit peu échauffée. Hein. Sur Terre, l'heure la plus chaude, c'est pas le midi vrai, c'est plutôt 2 heures de l'après-midi, toutes choses égales par ailleurs. Et donc à ce moment-là, il va y avoir une force qui va se composer avec la trajectoire de la comète, hein, elle va pouvoir être freinée, ou bien si elle tourne dans l'autre sens, elle va pouvoir être accélérée, et tout ça, ça va entraîner un changement d'orbite, ce qui fait que la comète pourra passer plus tôt ou plus tard à son périhélie. C'était le modèle des forces non gravitationnelles. Et puis, toujours à la même époque, il y a quelqu'un, Ludwig Biermann, qui s'est dit, mais ces queues ionisées qui sont repoussées, eh bien ça veut dire qu'il y a un vent de particules électrisées qui les repousse. Et dès 1950, il a imaginé qu'il existait ce qu'on appelle aujourd'hui le vent solaire, qui n'a vraiment été découvert qu'avec les premiers satellites assez hauts en orbite autour de la Terre. Et enfin, toujours vers la même époque, je dois bien aimer les années 50, oui, j'étais vraiment bien jeune, eh bien, on a eu des idées sur l'endroit d'où venaient ces noyaux cométaires. Et il y a eu la présence suspectée de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, une zone qui est juste un peu au-delà de l'orbite des planètes géantes, au-delà des orbites de Uranus et Neptune. Et puis, ce qui a d'ailleurs été confirmé plus tard, vous savez que Pluton, qu'on avait appelé planète, c'est une planète naine, c'est un des objets de la ceinture de Kuiper, et depuis 1992, des centaines d'objets ont été découverts dans la ceinture de Kuiper. Et puis, on a aussi imaginé que beaucoup plus loin, il existe un nuage de Oort, c'est-à-dire une sorte de coquille, parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de comètes à très longue période qui, en fait,
semblaient avoir leur point le plus loin du Soleil sur leur orbite entre 20 000 et 50 000 fois la distance de la Terre au Soleil, ce qu'on appelle l'unité astronomique. Et puis que ces comètes venant de très loin étaient souvent sur des orbites complètement inclinées par rapport... Oui, alors sur cette figure, il faut quand même s'arracher un peu les yeux pour la comprendre. Le plan qui paraît horizontal, c'est le plan de l'orbite terrestre, le plan de l'orbite pratiquement de toutes les planètes, pratiquement le plan de l'écliptique. Et ce qui est compliqué dans cette figure, vous le voyez, c'est que les distances sont données en échelle logarithmique. Parce que si on ne les donnait pas en échelle logarithmique, on se trouverait à l'entrée du palais de la Découverte ou un peu plus loin. Bon, je continue un petit peu tout ça. Donc, vous voyez la situation, parce que j'ai envie de parler un petit peu de ces mécanismes. Il y a des hypothèses qui sont faites, mais elles sont vraies ou elles sont fausses. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites et qui se révèlent fausses, dont on ne parle plus après. Ces noyaux étaient invisibles à distance. Donc, on concevait que s'ils existaient, ils devaient s'échauffer en se rapprochant du Soleil. Et ils viennent de loin, ils se rapprochent du Soleil, ils se rapprochent aussi un petit peu de la Terre. Et j'écris pour les amateurs de physique la petite formule qui nous dit que la température en degrés Kelvin est inversement proportionnelle à la racine carrée de la distance au Soleil, avec 250 Kelvin au numérateur et la distance au Soleil donnée en unité astronomique. Bon, alors ça explique bien que les glaces pourraient se vaporiser, donc en entraînant des poussières, la chevelure, etc. Mais pour être sûr que ça existait, fallait-il qu'il y ait des missions spatiales. Et dès les années 70, on a eu envie de faire des missions spatiales cométaires, les Américains devaient en faire une, et puis finalement, la première mission spatiale, c'était la mission européenne Giotto, qui s'est trouvée aussi accompagnée par 2 missions russes, les Vega de Venera-Galais, parce que les soviétiques, à l'époque, avaient 2 sondes qui étaient vers la planète Vénus, et ils ont constaté qu'ils pouvaient aussi modifier leur orbite, après qu'elles aient largué des ballons dans l'atmosphère de Vénus, pour aller survoler la comète de Halley. Et d'ailleurs, ces 2 sondes nous ont servi d'éclaireurs pour passer très près de la comète de Halley, et c'était assez extraordinaire à une époque où on était en pleine glasnost. Donc Giotto, lancé en 85, arrivant à proximité de la comète de Halley en 86, passant juste à 100 km et pouvant faire des images qui, évidemment, par rapport aux images qu'on a actuellement, paraissent très quelconques, mais c'était la première fois qu'on voyait qu'un noyau existait, que ce noyau était irrégulier, qu'il était extrêmement sombre. Vous voyez, on voit la matière qui devient fluorescente qui s'échappe du noyau, mais le noyau est extrêmement sombre. Dans notre jargon, on parle d'albédo. Du noir parfait, très absorbant, c'est 0,01. Enfin, et puis là, on a du 0,04 et du 1, ce serait quelque chose de complètement réfléchissant. Et par ailleurs, dès ce moment-là, on a suspecté que ce noyau était fort peu dense parce que la sonde spatiale qui passait à toute vitesse à côté n'enregistrait aucune perturbation orbitale. Alors, donc, je le remets là en gros plan. Un objet qui fait à peu près en taille équivalente 15 km, la distance de survol pour Giotto 600 km et une vitesse relative 70 km par seconde. 70 km par seconde, ça fait du 250 000 km par heure. Vous voyez, donc le survol, c'est quelque chose qui dure une dizaine de minutes, un quart d'heure. En dehors du noyau, qui nous intéresse beaucoup, et de sa structure, il faut signaler encore qu'on s'est rendu compte que dans l'environnement, dans la chevelure de la comète, c'était l'eau qui était le composant majoritaire, que cette eau était enrichie avec l'isotope de l'hydrogène appelé deutérium par rapport à la valeur protosolaire. Bon, ça voulait dire que certainement ça avait pu se former à basse température dans un nuage moléculaire dense. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, que ces comètes, au moins l'eau de ces comètes, existait en tant que eau avant que le système solaire ne se forme. Et puis il y avait des particules solides dans la chevelure qui étaient riches en composés carbonés complexes qu'on a appelés, faute de mieux, les
CHON ou les CHON, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, parce qu'il y avait bien un spectromètre de masse à bord, mais ce spectromètre de masse encaissant des particules qui arrivaient à 250 000 km/h, vous pensez bien que les molécules étaient complètement détruites, il ne restait plus que les atomes. Et on a pu aussi, bon, j'avais la chance d'avoir une expérience dont j'étais responsable, qui s'appelait, j'avais de l'espoir, donc elle s'appelait HOPE, pour Halley Optical Probe Experiment. Eh bien, on a pu, avec notre expérience, voir que les poussières qui s'échappaient du noyau étaient aussi très sombres que le noyau et avaient certainement une densité phénoménalement faible, 0,1. Hein, ce qui veut dire 0,1 comparé à l'eau qui a une densité de 1, 10 fois moins dense que de l'eau, donc des poussières, des petites choses très floconneuses, formées comment? Hypothèse par agrégation dans la nébuleuse primitive. Vous voyez qu'on parle beaucoup de choses revenant aux origines du système solaire. Alors, où suis-je ? Et tout ça a amené un peu toute la communauté scientifique à penser que les comètes ont pu contribuer à l'apport d'eau sur Terre, et aussi parce qu'il se trouve que cette eau avait un rapport deutérium-hydrogène plus élevé, mais enfin qui s'approchait un peu de la valeur moyenne dans les océans terrestres, et puis aussi de molécules. Alors j'ai écrit prébiotiques avec plein de guillemets. Prébiotiques, ça veut dire simplement des molécules qui sont des composés carbonés très complexes et très sombres. Alors là, je vous mets toute une collection d'images, parce que quand même, il y a un grand écran, on est là pour regarder des images, simplement pour vous dire que après les survols de Halley, il y a eu d'autres missions qui ont survolé, qui ont imagé des comètes, et les images des comètes sont toutes là. Hein. Donc après Halley, on a eu Borrelly en 2001, ensuite la comète Wilde 2 en 2004, la comète Tempel 1 qui a été déjà survolée en 2005, une mission qui s'appelait Deep Impact, avec un nom comme ça, on ne pouvait pas la rater. Hein. Et puis, en 2011, la mission Stardust a été recyclée pour aller voir aussi cette comète Tempel 1, en voir l'autre face, si je puis dire. Et puis, aussi, en 2010, la mission Deep Impact, qui avait été recyclée pour aller voir une nouvelle comète, Hartley 2, dont vous remarquerez déjà qu'elle commence à avoir une forme très irrégulière, peut-être aussi Borrelly et Halley. Je veux dire que ces formes très cabossées, ça s'était aperçu. Les images, évidemment, étaient beaucoup plus floues. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous voyez, tout le temps, les vitesses relatives étaient très élevées. Donc les images, les images étaient filées en quelque sorte. Hein. Et puis il y avait quand même une activité cométaire importante. Ces comètes n'étaient pas trop loin du Soleil, beaucoup moins loin que ne l'est actuellement notre comète Churyumov-Gerasimenko. Hein. Et dans tous les cas, les trajectoires des sondes spatiales n'étaient absolument pas déplacées et on a commencé à estimer les densités des noyaux cométaires en utilisant justement ces forces non gravitationnelles qui avaient été, les perturbations non gravitationnelles qui avaient été calculées par Whipple. Beaucoup de gens ne croyaient pas aux divers résultats qui sortaient. Et en fait, on s'est rendu compte avec deux cas particuliers, le cas de la comète Tempel 1, et puis qui a eu un panache de poussière qui a été éjecté lorsque la sonde a largué un petit module sur le noyau, et puis avec la comète Hartley 2, qui a une zone centrale très lisse qui correspond à un puits de potentiel gravitationnel. Donc à partir de ça, des calculs pour déterminer par d'autres méthodes la masse en estimant le volume et donc la densité. Et on a pu, à partir des années 2000-2005, se dire que toutes les comètes pour lesquelles des calculs propres avaient pu être faits avaient, pas toujours les mêmes densités, mais suivant les cas, des densités se promenant entre 0,2 et 0,7. Donc une structure très poreuse. Vous
ce qui concerne la structure, souvent je l'ai souligné. Hein. Et puis dans d'autres domaines fort fascinants, à ne pas passer sous silence, là aussi ça a conforté ce qu'on avait trouvé avant. La mission Stardust a apporté des échantillons sur Terre, des échantillons non pas prélevés sur le noyau, mais dans la chevelure, des échantillons des petites poussières qui avaient souffert parce qu'elles atterrissaient sur le collecteur avec une vitesse de 6 km par seconde. Alors, ça écrase quand même passablement. Et puis le collecteur, c'était des aérogels très doux qui eux-mêmes ont des composés carbonés. Mais en fait, il a été presque démontré qu'il pouvait y avoir des acides aminés, et en particulier un acide aminé qui s'appelle de la glycine, qui est assez courant. Alors, toujours dans ces époques-là, on s'est rendu compte que les noyaux cométaires sont fragiles. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de cette image qui était appelée collier de perles cosmiques en bas, la comète Shoemaker-Levy qui s'était fragmentée avant d'impacter Jupiter en 1994. Et vous voyez en fait sur la trajectoire, c'est une image prise par le télescope spatial Hubble, toute une collection de petites chevelures cométaires autour d'une zone plus brillante. Alors on l'avait déjà suspecté nous avant parce que la mission de Giotto, après avoir survolé la comète de Halley, même si sa caméra était morte, c'est pour ça qu'il n'y avait plus d'images après, était allé survoler une autre comète appelée Griggs-Skullerup, et en regardant nos données, on a pu soupçonner qu'il y avait une sorte de chevelure secondaire qui apparaissait. Et puis, vraiment, c'est à la fin des années 90 que tout ça s'est bien conforté. On a pu voir une comète appelée Hyakutake qui se fragmentait. Vous voyez, un fragment qui part, et il y en avait d'autres encore, dans la direction opposée à celle du Soleil. Et même dans l'infrarouge, une comète appelée Schwarzmann-Wachmann 3. Vous voyez que les comètes qui ont des noms compliqués, il n'y a pas que Churyumov-Gerasimenko. Hein. Donc, une comète aussi qui se fragmentait. Donc, certainement des choses fragiles qui peuvent se briser. Et à la suite de ça, il y a même eu, non pas des modèles, mais des concepts un petit peu de noyaux cométaires qui ont été proposés. Alors celui que vous voyez, le petit A en haut à gauche, c'est le concept de Whipple, une boule de neige châle, si je puis dire. Celui qui est à gauche, toujours en haut, c'est une structure fractale formée de plein de petits morceaux. Et puis celui qui est en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle des agrégats gravitationnels, des blocs qui tiennent entre eux par leur gravité mutuelle. Et puis le dernier, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, les blocs qui tiennent avec une espèce de glu de matière organique qui serait quand même très poreuse. Et tout ceci, pour terminer cette première partie, je devrais parler un petit peu plus vite quand même, ou supprimer des choses, pour vous dire que dans tout cela, il y a quand même énormément d'intérêt pour nos origines. Hein. Déjà, on connaît des choses sur la formation originelle du jeune système solaire, par la datation isotopique, par l'observation d'autres systèmes stellaires, par des modélisations. On pense qu'il y a eu un effondrement gravitationnel d'une partie d'un nuage moléculaire dense, dans lequel il y avait justement de l'eau enrichie en deutérium, je parlais de ça tout à l'heure, des molécules carbonées complexes, des poussières, vous voyez, tous les éléments pour fabriquer un noyau cométaire. Et puis, comme le montre cette vue d'artiste, un disque protoplanétaire en rotation. Au centre, le Soleil va se former. Et par ailleurs, à la périphérie, agglomération de matière, formation de planètes. Et surtout, très loin du Soleil, c'est non pas la matière qui a été chauffée et qui subsiste, c'est-à-dire de la matière réfractaire, mais ça va même être des glaces qui vont pouvoir subsister dans le système solaire. Aujourd'hui, comme dans le système solaire primitif, il y avait ce qu'on peut appeler la ligne des glaces, de même que quand on regarde une montagne, il y a la ligne où subsistent les neiges éternelles en hauteur. Hein. Là, c'est de plus en plus froid quand on s'éloigne du Soleil, donc c'est la même idée. Et ce jeune système solaire dans lequel donc il y avait cette eau, ces molécules carbonées complexes, etc., on a quelques idées sur son évolution à partir d'indices sur notre satellite la Lune, sur des météorites, sur des modèles.
On sait que ça a été très agité, très perturbé, qu'il y a eu résonance entre l'orbite, on pense que résonance entre l'orbite de Jupiter et de Saturne. À la suite de ça, déplacement des planètes, migration des planètes, perturbations gravitationnelles et tous les petits corps qui s'étaient formés à la périphérie qui vont partir dans tous les sens. Sur la figure qui est tout en bas à gauche, je vous donne, d'après un modèle qui est dit le modèle de Nice, comme la ville de Nice, parce que nos collègues ont travaillé là-bas là-dessus, hein, ce qu'on pouvait imaginer le système solaire primitif avec en vert, c'est tous ces petits corps, peut-être ces noyaux cométaires. Et puis, les orbites d'Uranus et Neptune vont vers la périphérie, elles se croisent d'ailleurs, et à la suite de ça, beaucoup de petits corps partent dans tous les sens. Vous voyez, peu de temps après, il reste presque plus grand-chose, de petits points verts, enfin tout est relatif, hein, ça en fait quand même beaucoup. Hein. Bon, et tous ces petits corps, eh bien, ils ont pu partir à la périphérie, former le nuage de Oort, mais ils ont pu aussi, en tombant vers le Soleil, faire des impacts sur la Lune, faire des impacts sur la Terre, bombardement intense de toutes ces planètes, et possiblement apport d'eau, directement par impact et indirectement par le milieu interplanétaire, apport de molécules carbonées sur la Terre. Le fait est qu'on sait, enfin, c'est ce que les biologistes nous disent, qu'il devait y avoir déjà de la vie très primitive sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Et ça, c'était peut-être les éléments pour que la vie apparaisse. Je ne parle pas de vie apportée par les comètes, uniquement des éléments. Donc, j'en viens maintenant à Rosetta. Et évidemment, vous vous en doutez, si Rosetta s'appelle Rosetta, c'est pas parce que c'est un charmant prénom féminin, mais c'est parce que Rosetta, ça veut dire Rosetta Stone, en français, pierre de Rosette, de nos origines. Hein. La pierre de Rosette a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, et la mission Rosetta, on espère qu'elle pourra permettre de déchiffrer ces briques qui se sont formés à l'origine du jeune système solaire et qui peut-être ont été essentiels à l'apparition de la vie sur Terre. Et donc, je voudrais juste là insister sur le fait, c'est pour ça que j'ai passé tout ce temps-là à parler des survols, que les survols et les rendez-vous, c'est pas du tout la même chose. Un survol, ça se passe un jour donné, à 1 heure ou pendant quelques minutes, avec une très grande vitesse relative. Alors que la mission actuelle, et c'est la première fois qu'il y a ce type de mission, il s'agit non pas de croiser l'orbite de la comète, mais d'arriver à se mettre précisément sur l'orbite de la comète autour du Soleil, et donc ensuite, pendant de longs mois, escorter, si je puis dire, la comète sur son orbite. Et ceci étant encore plus intéressant que de suivre une planète, parce que la comète ayant une orbite très allongée, elle connaît des différences de température très considérables entre le plus loin du Soleil, le plus près du Soleil, et donc en apparence, elle change de comportement. Et donc, c'est ce rendez-vous de longue durée qui a commencé, peut-on dire, cet été, avec un noyau qui actuellement se rapproche du Soleil. Il passera au plus près du Soleil, pas très près, hein, il sera même un peu moins près du Soleil que la Terre ne l'est, hein, au mois d'août de l'année prochaine, et ça continuera alors que le noyau se rééloigne du Soleil. Donc tout ça, c'était pas facile à faire parce qu'il fallait arriver sur cette orbite. Hein, j'ai représenté un peu l'orbite de la comète Churyumov-Gerasimenko, hein, et donc atteindre cette orbite au plus loin du Soleil, parce que la deuxième loi de Kepler nous le dit, c'est au plus loin du Soleil que la vitesse est la moins élevée, donc on va arriver à avoir des vitesses relatives les plus comparables. Hein. Alors ça, il se trouve que c'est possible pour un certain nombre de comètes qu'on appelle de la famille de Jupiter, parce que ces comètes sont plus ou moins dans le plan de l'écliptique, parce qu'elles ont plus ou moins des distances à l'aphélie de l'ordre de 5 fois la distance de la Terre au Soleil.
Bon, donc, et puis elles ne sont pas tellement inclinées. Donc, hein. Et alors, pour y arriver, pour monter aussi haut, à 5 unités astronomiques, pour hisser aussi haut, il fallait beaucoup d'énergie, parce que Rosetta, ce n'est pas un petit véhicule spatial comme l'était Giotto ou Stardust ou Deep Impact, c'est un gros machin. Hein. Et donc, faire plusieurs révolutions autour du Soleil, en fait, on a dû faire 6 milliards de kilomètres pour y arriver. Et puis aussi, quand on était très loin du Soleil, à plus de 4 unités astronomiques du Soleil, eh bien, il fallait hiberner. Hiberner, pourquoi? Parce qu'à l'opposé des sondes américaines qui ont pu aller vers Jupiter et Saturne et qui ont des RTG, c'est-à-dire des réacteurs nucléaires pour fournir de l'énergie, en Europe, on n'en a pas. On ne pouvait pas en avoir parce que c'est classé defense par les Américains. Et donc, on a dû développer d'immenses panneaux solaires. Mais les panneaux solaires, quand on est trop loin du Soleil, ben, il y a des limites. Hein. Et donc, cette sonde a connu 2 ans et demi d'hibernation pour enfin faire son rendez-vous. Alors, je vous ai souvent dit que son nom était compliqué, donc je voudrais vous dire pourquoi. Hein. Dans un premier temps, on avait pensé lancer au début 2003 vers une comète avec un nom assez prononçable, Virtanen. Hein. Il se trouve qu'il y a eu un problème sur une fusée Ariane en décembre 2002, donc tout le monde a préféré que les fusées Ariane soient bien revérifiées. Hein. Et l'idée, c'était de choisir une autre de ces comètes de la famille de Jupiter. Il se trouve qu'il y en a à peu près une tous les ans. Hein. Et voilà la comète Churyumov-Gerasimenko, ou plutôt voilà Klimt-Churyumov et Svetlana-Gerasimenko, hein, qui évidemment était invitée au lancement de la comète. Laquelle comète, je l'ai déjà dit, va passer à son périhélie au mois d'août. Et pour les amateurs d'astronomie plus précise, quelques caractéristiques de cette comète. Son demi-grand axe, ça fait à peu près 3,5 fois la distance moyenne de la Terre au Soleil, l'unité astronomique. Sa distance au périhélie, le petit p que je mets là, c'est à peu près 1,2. Donc vous voyez qu'au plus près du Soleil, elle est même un peu plus loin que nous du Soleil. Son inclinaison par rapport à l'écliptique, hein, je vous dis, c'est pas trop incliné, 7 degrés. Alors, quand on fait le calcul avec A3 sur P2 égale constante, eh bien, la période orbitale, c'est de l'ordre de 6 ans,4. Et son excentricité, vous voyez, c'est quand même pas un cercle, ça fait du 0,64. Et donc maintenant, la mission Rosetta, la mission principale Rosetta, hein, je crois que j'ai déjà dit, c'est de faire ce rendez-vous, un rendez-vous de longue durée avec une comète, poursuivre son évolution, l'évolution de son activité avec la distance au Soleil, bien caractériser la chevelure alors qu'elle évolue et aussi faire des observations de haute qualité à distance, pas trop loin du noyau. Bon, le vieux calendrier, tout ça c'est du passé. Le lancement le 2 mars 2004, un survol de la Terre, après un survol de Mars. Alors pendant qu'on survolait Mars, vous voyez une image de la planète Mars prise par un des instruments dont je parlerai, un autre survol de la Terre. Si vous regardez bien, vous allez voir là sur notre Terre rien d'extraordinaire. D'ailleurs, j'aperçois par là l'Italie, l'Europe, ce qui est très lumineux, ça doit être la Belgique, et cette espèce de serpent par là en forme de triangle en haut, c'est le Nil, et donc la région éclairée, très habitée de... Qu'est-ce que j'ai fait ? De l'Égypte. Hein. Donc des survols, en passant des survols d'astéroïdes, Stein, c'est Lutetia, dont je parlerai tout à l'heure si j'en ai le temps. En 2011, en juin 2011, début d'hibernation, angoisse, bon... pendant que j'y suis, je vous montre quand même. Alors, sur tous les sites dont je vous parlerai tout à l'heure, si vous le voulez, on peut trouver toutes les animations autour de cela pour voir où nous sommes actuellement, toute l'évolution. Vous voyez qu'on a fait plusieurs boucles pour aller de plus en plus loin. Alors, sur cette figure, évidemment, quand on veut tout montrer sur la figure, il vaut mieux le mettre horizontalement parce que cette orbite est allongée, vous l'avez compris. Hein. Donc, pour monter de plus en plus loin, en passant, on survole l'astéroïde Stein, on survole l'astéroïde Lutetia, et c'est à la fin du printemps dernier que les deux orbites se regroupent et que ça y est, maintenant, Rosetta est sur l'orbite un peu orange foncé de Churyumov-Gerasimenko et n'a pas de raison de ne pas y rester.
Donc, je continue toujours ce petit calendrier. Ah bah oui, le 20 janvier, c'était un moment pour nous, hein, important, le réveil, parce que tout ça a été complètement automatisé. Il s'agissait de réactiver, et tout ça fonctionnant tout seul, le senseur stellaire pour qu'on sache quelle direction du ciel était regardée, pour que la sonde le sache, et que la sonde fasse ses calculs toute seule pour orienter les panneaux solaires vers le Soleil, et donc qu'elle puisse toute seule acquérir suffisamment d'énergie solaire pour ensuite réorienter la grande antenne vers la Terre, et pour qu'enfin on voit que le signal arrivait. J'ai fait attention à même mettre la même veste pour pouvoir dire, comme beaucoup de gens, que j'ai aidé à réveiller Rosetta. C'est pas vrai, Rosetta s'est réveillée toute seule, mais on était quand même très heureux parce que c'était un fantastique succès technologique et ça nous prouvait que pour la suite, ça allait marcher. Donc les choses ont continué pendant des mois au printemps, des tests, de la caractérisation, et puis ensuite à bord de la sonde, il y a du carburant aussi, du comburant, des ergols, hein, et en l'économisant au maximum, la possibilité de faire des corrections orbitales pour se rapprocher du noyau de la comète. Oui, on était encore à 12 000 km du noyau, on a commencé à voir qu'il était irrégulier. Et vous voyez cette grande bande horizontale noire que vous voyez sur la figure du haut, c'est simplement l'ombre portée par le lobe du haut sur le lobe du bas, parce que tout ça est éclairé par le soleil, hein. Et puis une autre image prise au mois d'août où on commence déjà à voir beaucoup d'irrégularités là-dedans. Et on a officiellement, le rendez-vous a commencé le 6 août parce qu'à ce moment-là, on n'était plus qu'à 100 km du noyau de la comète, ce qui était plus près qu'aucune autre avant, hein. Et toute cette procédure pour se rapprocher du noyau, c'est une procédure dans laquelle les gens à la fois du centre de contrôle de l'ESA à Darmstadt en Allemagne et les gens du CNES à Toulouse, travaillant un peu en parallèle pour être sûr qu'ils ne se trompaient pas, hein, en simplifiant un peu une histoire très longue, ont développé des orbites comme on n'en avait jamais fait avant. Vous voyez ces espèces de triangles arrondis, on a pu dire que c'était des triangles pyramidaux, pour tenter de se rapprocher de plus en plus du noyau, là aussi en consommant un minimum d'ergols. Et puis, vous le savez, actuellement, on est en train de plonger vers le noyau, mais que Philae se pose ou pas sur le noyau, mission terminée 31 décembre 2015 officiellement et pouvant être prolongée plus tard. Bon, alors je ne vais pas passer sur les détails techniques. Vous voyez quand même avec des êtres humains un petit peu l'échelle de cette grande chose. Vous voyez l'antenne qui envoie les informations, qui reçoit les ordres, qui fait 2 mètres de diamètre. Vous voyez les panneaux solaires qui correspondent à une surface de 32 mètres carrés, hein, qui sont donc extrêmement longs et qui sont des panneaux solaires qui ont été développés spécialement, qui sont extrêmement performants. Vous voyez les tests là pour vérifier que tout est bien compatible. Et évidemment avec des développements réutilisés pour d'autres domaines. Et les expériences à bord, alors il y a déjà toute une série d'expériences. Alors je mets des petits drapeaux pour dire quelle est la nationalité du principal responsable, mais je le dis tout de suite et je le réécrirai après. Dans toutes les expériences, il y a des équipes internationales, hein. Donc des expériences qui observent à distance le noyau de la comète, à distance pas loin. Aujourd'hui, Rosetta est à 10 km de la surface du noyau, hein. Donc Osiris, une expérience dont on voit souvent des images, parce que c'est la caméra, en fait, constituée de 2 caméras, à grand champ et à petit champ. Alice, un spectro ultraviolet, Virtis, un spectro infrarouge, Miro, un spectro micro-ondes, et puis l'instrument de Radio Science, qui en gros n'utilise pas beaucoup de matériel, mais qui s'intéresse aux perturbations orbitales ou pas, pour en déduire la masse, donc bien essentiel. Et puis, une série d'expériences qui regardent les gaz et les ions, Rosina et RCP, tout un ensemble d'expériences de physique des plasmas. Donc là,
plein de petits drapeaux, et aussi des expériences qui étudient les poussières, la structure, la composition des poussières, dont je reparlerai peut-être un petit peu parce que c'est le domaine sur lequel je travaille beaucoup, Cosima, Midas et Giada. Et puis enfin l'expérience concert, qui est une expérience française. Son responsable est à l'Observatoire de Grenoble et c'est un radar bistatique qui permet le sondage tomographique pour étudier la structure interne du noyau. Et je vous présente tout de suite cette expérience concert qui nous tient beaucoup à cœur parce que personnellement j'ai voulu dès le départ, alors que la mission ne s'appelait pas encore Rosetta, qu'il y ait ce genre d'expérience. C'est le genre d'expérience qui ne peut marcher que si on a quelque chose qui se rapproche extrêmement près du noyau. Vous voyez que ça sent le Philae, ça. Et puis, elle a été construite chez nous. Donc, c'est un sondeur radiofréquence qui va étudier la structure interne du noyau, si tout se passe bien. C'est la seule expérience qui peut fournir des informations sur ce qu'il y a à l'intérieur. Vous vous souvenez des espèces de modèles en noir et blanc, les petits dessins que j'ai montrés tout à l'heure peut-être. Donc un signal radio, 90 MHz, qui est émis depuis Rosetta, le véhicule principal, qui ensuite va traverser le noyau, va pouvoir être récupéré par Philae, et ensuite, en voyant la différence de temps entre le signal et une fois qu'il a été récupéré sur Philae, renvoyé vers Rosetta, excusez-moi, et la seule chose qui va être faite, si je puis dire, dans un premier temps, c'est de voir la différence de temps, c'est technique radar, entre signal émis, signal récupéré sur Rosetta. Et à la suite de ça, en tenant compte de la distance parcourue, qui est connue de toute façon, ça va permettre d'avoir accès à la vitesse de transmission de cette onde radio dans le milieu, dans le noyau, donc avoir accès à ce qu'on appelle dans notre jargon sa permittivité complexe, et par là même pouvoir faire des hypothèses sur la composition, sur la structure interne, sur la porosité. En bref, on peut dire qu'on fait de la tomographie du noyau, et ça marche même en incidence rasante, ce qui veut dire, on le dit beaucoup pour l'instant pour se rassurer, que même si l'atterrissage se passe mal, pendant la descente, et je vais vous expliquer que la descente ça dure longtemps, pendant la descente, on pourra avoir des informations à ce niveau-là, on l'espère. Donc au niveau du labo, je vous l'ai dit, on avait construit l'instrument entre 1995 et puis 2002 à peu près, parce qu'il faut quand même à peu près 2 ans, une fois que les instruments sont construits, pour qu'ils soient mis à bord de la sonde Rosetta, surtout quand il y a 1 an de retard pour le lancement. Et puis il y a des tas de modélisation de la structure dans différents domaines. Bon, j'ai juste mis une illustration. Et puis des mesures de permittivité de particules poreuses en laboratoire dans différents domaines de fréquence. Il y a aussi d'autres expériences qui me tiennent pas mal à cœur. Alors bon, je vais aller très vite. Oui, c'est les expériences qui attrapent les poussières. De temps en temps, pour les plus jeunes dans la salle, je dois dire que l'Agence spatiale européenne fait des petits cartoons mignons, et il y en a de plus en plus qui sont faits, donc on ne se prive pas de ce genre de plaisir. Et il y a, parmi ces expériences, il y a Giada qui analyse les impacts, Cosima spectromètre de masse de poussière, très amélioré par rapport à celui qu'il y avait à bord de Vega et de Giotto, et puis Midas, un microscope à force atomique. C'est la première fois que ce genre d'instrument est spatialisé pour avoir des images en structure très fine des poussières descendant jusqu'à l'échelle de quelques nanomètres. Et évidemment, toutes ces expériences, tous les gens travaillant entre eux pour essayer de comprendre plein de choses là-dessus. Alors, vue d'ensemble de Rosetta avec la localisation de tous ces instruments, souvent un instrument localisé en plusieurs endroits. Et vous voyez déjà là, à l'avant, cette petite chose bleue. Bon, il y a les grands panneaux solaires derrière. La petite chose bleue avant, c'est justement le petit module Philae, lui aussi muni de panneaux solaires. Et donc Philae, Philae, faut être réaliste, défi extrême. J'ai mis tout ça en vert parce que franchement, là, il faut avoir de l'espoir. Mais ce que je veux aussi expliquer, c'est que Philae, c'est juste une partie de la mission.
Je vous ai dit tout à l'heure que à bord de Rosetta, il y avait 11 expériences, on les a listées. Hein. Au départ, il devait y avoir 13 expériences, 2 petits atterrisseurs, l'un réalisé essentiellement par les Américains, appelé Champollion, l'autre réalisé essentiellement par les Allemands, appelé Roland, ou Roland, prononcé en allemand. La NASA n'a pas donné suite à son projet, et à la suite de ça, pour donner plus de chance, il y a une collaboration qui s'est développée entre l'Allemagne et la France, entre le DLR, l'agence spatiale allemande, et le CNES, notre agence spatiale française, pour vraiment faire un bon, Roland très musclé, qui pour le coup a été appelé Philae, parce que sur un monument à Philae, dans le nord de l'Égypte. Il y a aussi des hiéroglyphes qui ont pu être déchiffrés assez tôt, etc., etc. Ne demandez pas trop de questions sur l'égyptologie, c'est pas ma spécialité. Hein. Bon, et donc, ce qui est important de noter, pardon, je vais le mettre là comme ça, ce qui est important de noter, c'est que, vous voyez, le véhicule Rosetta lui-même, ça fait 2900 kilos, hein, et 165 kilos d'expérience. Philae, ça ne fait que 98 kilos et 27 kilos d'expérience. Donc vous voyez à quel point Philae, c'est une toute petite chose par rapport à toute la mission Rosetta. C'est une toute petite chose, c'est un plus formidable, mais ce n'est qu'une petite partie de la mission Rosetta. Et je me permets de le dire parce que si ça ne marche pas, le 12, il ne faudra pas croire que c'est une catastrophe pour la mission. On a déjà beaucoup de résultats formidables et on va continuer à en avoir pendant plus d'1 an. Donc, décidément, je tourne tout le temps dans le mauvais sens, moi. Je vais avoir peur d'avancer. Oui, alors oui, non, c'est parce que je trouve que mon jeu de mots est assez ridicule. On parle souvent de cerise sur un gâteau. Hein. Ben, Philae, c'est une cerise sur un noyau. C'est une toute petite chose, un plus quand même. C'est vrai que mettre une cerise dessus, ça fait joli. Hein. Bon, et je précise que Rosetta a déjà fait beaucoup de choses extraordinaires au niveau technique, aussi au niveau des résultats qu'on commence tout juste à appréhender. C'est la première sonde qui a dépassé la ceinture d'astéroïdes, qui allait jusqu'au niveau de l'orbite de Jupiter sans avoir, uniquement en étant alimentée par énergie solaire, hein, donc la sonde très propre, hein, qui est arrivée à se placer sur la même orbite qu'une comète, puisqu'elle l'escorte maintenant, hein, et maintenant même, aujourd'hui, elle est en orbite autour du noyau. Bon, on va tenter d'atterrir, on verra bien. Or, vous voyez d'ailleurs que Philae, au cours du temps, a évolué, mais les artistes sont terriblement optimistes. Vers 2000, ils nous montraient une surface assez antipathique. En 2013, regardez comme cette surface était lisse et jolie, on dirait presque une plage. Bon, maintenant, on a compris que ce n'était pas vraiment une plage confortable. Bon, et alors donc, comment atterrir sur un noyau cométaire? Ça pose beaucoup de défis. Hein. Bon, on se doutait bien que la forme était irrégulière et qu'on ne la découvrirait qu'en approche. On se doutait bien que ce noyau tournait. Hein. Bon, il y a eu des études de fait depuis le 20 janvier. Maintenant, bonne nouvelle, quand même, on sait que la période de rotation est très régulière. Hein. Il pourrait y avoir une précession formidable, tout ça. Pour l'instant, la période de rotation est toute propre, 12,40 heures. Hein. Donc, de taille qui est toute petite, ça fait une taille de l'ordre de 4 km, je ne l'ai pas encore précisé, le noyau de Churyumov-Gerasimenko. Donc ça veut dire, j'ai dit que c'était très peu dense, la masse est faible et la traction est très faible. Hein. Et ça veut dire, si j'écris du GM sur R2, où M est la masse du noyau, R la distance à la surface du noyau, ça nous fait du 2×10⁻⁴ mètres par seconde au carré, à comparer aux 9,81 de nos souvenirs de physique au lycée, hein, pour la planète Terre. Hein. Ce qui veut dire même que la gravité est tellement faible que quand la sonde va arriver sur la surface du noyau,
eh bien, il y aura quelque chose qui la plaquera, une petite poussée qui la plaquera sur la surface pour qu'elle ne risque pas de rebondir tout de suite, parce que la vitesse de libération est tellement petite qu'un tout petit rebond la ferait repartir. Bon, en plus, évidemment, ça éjecte des gaz, ça éjecte des particules solides, il y a une activité cométaire, et la surface, l'endroit exactement où on se posera, ben on ne sait pas s'il est dur comme du béton ou mou comme du coton hydrophile. Donc ce qui a été designé, prévu, c'est un train d'atterrissage en forme de tripode que vous voyez là sur cette vue d'artiste, avec des absorbeurs de choc, avec des harpons pour essayer de bien creuser, et puis toute une sélection par étapes dont je vais un peu parler des sites d'atterrissage et une vitesse d'atterrissage très lente. Alors, on a choisi d'ailleurs cet automne pour l'atterrissage, alors qu'on est encore à 3 unités astronomiques du Soleil, pour que quand même il n'y ait pas énormément d'activité, même s'il y en a un petit peu. Et quand je dis l'activité, bon, on n'est pas dans les films de science-fiction où tout d'un coup il y a un astronaute qui va partir parce qu'il est poussé par un geyser, mais on peut quand même imaginer que les petites particules solides, en particulier riches en composés carbonés sombres, c'est pas terrible quand ça arrive sur des optiques, ou quand ça arrive sur des panneaux solaires. Et évidemment, il n'y a pas d'essuie-glace sur les panneaux solaires, et les optiques, on ne peut pas les nettoyer comme une paire de lunettes. Donc, il y a eu toute une époque de reconnaissance, au sens militaire du terme, je dirais presque, reconnaissance du noyau, avec ce genre d'image. Et justement, la manip destinée à cet effet a pu nous dire dès à présent que la densité est de l'ordre de 0,4, ce qu'on imaginait, donc une densité très très faible, une fois de plus, les modèles de force non gravitationnelle qui sont bien confirmés. Et puis alors, je vous ai parlé d'étapes pour la sélection du site d'atterrissage, parce que ce site d'atterrissage, il faut qu'il soit gentil, ou pas trop méchant au niveau de la topographie. Il faut qu'il soit visible depuis Rosetta. Il faut que les pentes ne soient pas trop marquées quand même, pour qu'on ne se trouve pas comme ça, autant que faire. Il faut que les opérations puissent se faire, c'est-à-dire que, je parle encore de visibilité, communication, que ce soit des ondes optiques ou des ondes radio, ça va être la même chose. Il faut qu'il soit illuminé, ben oui, qu'on le voit quand même, mais il ne faut pas qu'il soit illuminé tout le temps, parce qu'il ferait trop chaud à ce moment-là, et l'électronique n'aime pas les températures trop élevées, et puis il faut qu'il paraisse intéressant scientifiquement. Donc il y a une première phase où 10 sites nous ont été proposés. Là-dessus, on en a sélectionné 5. Et ça, c'était à la fin du mois d'août, en travaillant pendant les week-ends pour ces réunions, parce que pendant la semaine, il y a suffisamment à faire avec les expériences individuelles. Et puis, à la mi-septembre, on a sélectionné un site principal et un site de secours. Et au 12 octobre, on nous a confirmé que c'était bien le site principal, dit J. Mais alors, suivant les pays d'Europe, le J est prononcé de façon tellement différente qu'on l'appelle Juliette maintenant, comme ça on ne se trompe pas, qui a été choisi. Qu'est-ce que je fais là ? Voilà. Et là, juste quelques images de toutes ces réunions. Il y en a qui se passent au CNES, vous voyez, où on se trouve à peu près 120 personnes autour d'une table à essayer de discuter, où on regarde déjà un peu l'activité du noyau, la zone sur laquelle on veut se poser. Et là, sur cette image en haut à gauche qui provient de Virtis, c'est une image codée en température, et c'est plus jaune pour J que pour C, ce qui veut dire que la température est plus sympathique que pour J. Et vous voyez, c'est tout bleu sur la zone entre les deux lobes. C'est cette zone qui est très souvent à l'ombre. Et là, il ferait trop froid. Alors voilà, à quoi ça ressemble. C'est pas terrible, mais c'est le meilleur. C'est le moins mauvais. Alors, pourquoi on a mis une croix au milieu ? Bon, ben ça, c'est l'endroit que l'on vise, mais il faut comprendre qu'il y a on appelle ça une ellipse d'incertitude qui est énorme, parce que sur un si petit objet, l'attraction gravitationnelle en surface va changer d'un lieu à l'autre, et on ne la connaît pas à l'avance.
Sur Terre, la gravité est plus faible au sommet de l'Everest qu'à Paris, mais bon, c'est sphérique, on peut faire tous les calculs bien proprement. Là, il peut y avoir des matériaux de densité différentes, donc tout peut changer. Et vous voyez que, ben oui, si on est dans les zones du milieu, on ne sera pas trop mal. Il y a des zones où on est plus à l'ombre, où il y a plus d'agrégats. Bon, c'est vraiment un pari. Alors qu'ajouter ensuite, je vais très vite là-dessus, bon, il y a eu beaucoup de manœuvres pour y parvenir. Ces passages, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, où on descend à 100 km du noyau, c'était au mois d'août, puis vers 50 km, puis vers 30 km, puis vers 20 km. Et depuis, je vais dire, le 8 octobre, on est sur une orbite fermée autour du noyau, alors qu'avant c'était des orbites ouvertes. On a déjà eu une orbite à 20 km. Maintenant, on est dans cette phase finale des observations très proches où on a une orbite à 10 km à peu près. Et ensuite, on va un peu remonter, toujours avec les ergols. On va un peu remonter déjà pour pouvoir voir globalement tout le noyau, et puis pour ne pas risquer de continuer à avoir pendant trop longtemps des poussières qui risquent de dégrader les optiques, les panneaux solaires. Donc remonter vers 24 km, préparation du largage, et la date officielle du largage aujourd'hui, contrairement à ce que vous avez pu lire ou autre, dès le départ on avait prévu le mois de novembre, on avait dit le 10, le 11 ou le 12, la date officielle c'est le 12, et ce largage, le petit schéma en haut vous le montre, c'est on largue depuis Rosetta et ensuite c'est une chute libre. Alors si vous êtes, on va dire vous, on va même pas dire un avion, on va dire un drone, comme ça il y aura personne. Si un drone était largué en chute libre depuis 24 000 mètres d'altitude sur la Terre, il tomberait assez vite sur la Terre. Là, il va falloir 7 heures, puisque l'attraction de ce noyau est très faible. Donc ça va être 7 heures plutôt d'angoisse pour nous, mais enfin, on verra bien. Et donc, les expériences sur Philae, je reparle de Concer, qui a une antenne évidemment aussi sur Philae, d'un instrument qui est très particulier et qui en fait est important parce qu'il va se déployer, et c'est le bras noir qui se trouve là sur l'arête, à la limite entre le bleu et le noir sur Philae, et il va se déployer, c'est ce bras qui pourra aller récupérer des échantillons qui ensuite rentreront dans Philae pour être analysés. Ensuite, 2 instruments qui font de l'imagerie, SIVA, un instrument français qui va faire des images panoramiques, Rollis qui fera de la micro-imagerie. Alors d'ailleurs, Rollis, je n'ai pas montré où il est, parce qu'il est sous Philae pour faire de la micro-imagerie du sol entre les pattes du tripode. Et puis aussi des instruments qui vont étudier la composition. Alors là non plus, vous ne les voyez pas sur cette image, ils sont à l'intérieur, la composition en molécules, la composition en éléments, la composition en isotopes. Donc tout ça est bien intéressant, même si on espère aussi avoir des analyses isotopiques très poussées avec COSIMA, on commence d'ailleurs à les avoir, sur l'orbiteur, enfin sur Rosetta. Puisque je parlais de SIVA, SIVA s'est lancé dans les selfies, comme certains avec leur smartphone. Et voilà une belle image qui a été prise. Donc, SIVA est sur Philae, qui lui-même est sur Rosina. Et depuis où il prend une image. On aperçoit un morceau de Rosetta. On voit aussi l'arrière des panneaux solaires, d'un des panneaux solaires de Rosetta, et c'est le selfie réalisé parce que vous voyez le noyau en vraie grandeur. Bon, alors, mes collègues d'Orsay étaient ravis de cette photo, donc oui, ils ont raison d'être ravis, c'est beau. Alors, je continue avec les instruments. On a aussi des instruments pour des études physiques, des senseurs mécaniques, électroacoustiques, etc. Et aussi d'études du champ magnétique interne, s'il y en a un. Et là aussi, sur Philae, comme sur Rosetta, des instruments constitués de plusieurs canaux et avec
des participations d'un petit peu tous les pays. Et donc j'en viens un petit peu à la fin de cette affaire-là qui, vous comprenez, c'est indirectement lié à la structure, mais c'est le programme des prochaines réjouissances. Donc le 12 novembre 2014, si tout se passe bien, même si tout se passe pas bien, on peut être sûr que Rosetta et Tcherniov-Gerasimenko seront à ce moment-là à pratiquement 30 minutes de lumière de la Terre, pour être précis 28 minutes 20 secondes. Quand je parle de minutes de lumière, c'est le temps qu'il faut aussi pour que les ondes électromagnétiques soient envoyées par la grande antenne. Hein. Et donc, suivant la tradition dans le spatial, je ne vous dis pas l'heure à laquelle ça se passe sur Rosetta, sur la comète, parce que de toute façon, on n'y est pas, on ne le sait pas. Hein. Je vous dis l'heure à laquelle ça se passe quand l'information arrive sur Terre. Et l'information arrive sur Terre. Du coup, je l'ai mis en heure locale à l'heure que nous aurons à partir de demain matin, en heure locale de Paris, de l'Europe, de toute cette zone de l'Europe, l'heure à laquelle le signal est reçu. C'est donc à 10 heures, en gros, que l'on saura que la séparation a bien eu lieu. Alors là, d'ailleurs, Siva s'est déjà engagé à faire non plus un selfie, mais une photo de Rosetta vue par Silva qui commence à descendre. Et puis cette descente, je l'ai dit, je le répète, c'est une descente très longue qui va durer 7 heures. Les instruments qui seront mis sous tension pendant cette descente, en particulier Siva, pour faire des jolies images, pour regarder ce qui se passe quand même, hein, et qu'on sert pour commencer à faire du sondage en oblique du noyau, et puis aussi Release, Remap et Sésame. Dans la dernière phase de la descente, en procédure automatique, ce qu'on peut appeler le train d'atterrissage, ce tripode que vous avez vu, se déploiera. Hein. Et puis, c'est à 17 heures que l'on saura si oui ou non ça s'est posé sur le noyau, ou si ça a raté le noyau parce que vraiment son champ gravitationnel était délirant. Hein, et donc, quand on a une ellipse d'incertitude d'1 kilomètre sur un objet qui a une taille de 4 kilomètres, vous voyez le problème. Hein, et s'il est posé à peu près correctement, s'il est posé un peu de travers, peut-être que tous les instruments ne marcheront pas. S'il est posé très correctement, on peut espérer plusieurs semaines de fonctionnement, non seulement sur batterie, mais avec les panneaux solaires. Et si vous avez encore 5 minutes, je vous présente quelques premiers résultats que vous avez peut-être déjà vus par ailleurs et qui d'ailleurs sont directement accessibles sur les sites. Je vais passer très rapidement, ça c'était le survol de l'astéroïde Stein. Bon, c'est une vieille histoire et c'est pas les comètes, mais c'était très bien. Il était appelé un diamant dans le ciel. Hein. Et puis après on a vu le survol de Lutetia, un énorme objet, très intéressant d'ailleurs, mais vous voyez à quel point c'est plus lisse qu'un noyau cométaire, hein, et diverses régions sur cet astéroïde qui ont pu être mises en évidence, sachant qu'il est probablement un peu différencié. Bon, j'en viens vraiment au noyau, hein, et j'ai envie de dire le choc des images, parce que voilà un site dont on avait pu penser au départ qu'il pouvait être intéressant pour l'atterrissage, et puis on se rend compte qu'il y a là un peu de régolithe, donc c'est pas trop primitif, et puis il y a des gros blocs qui sont encore assez mystérieux, qui sont peut-être tout mous, mais enfin assez antipathiques. Vous voyez que quand on voit ça, on trouve que le site Juliette, il n'est pas si mal que ça. Tout est relatif. Des images étonnantes et des deux parties du noyau avec une résolution extraordinaire. On a l'impression, quand on voit ça, parce que ces images, elles sont difficiles à interpréter, quand on n'est pas habitué, on a l'impression que c'est tout dur, tout ça. C'est pas l'Himalaya, c'est pas le Mont Blanc, c'est quelque chose qui a une densité de 0,4, une masse volumique de 400 kg par mètre cube, donc vraiment très faible. Toujours sur ces images, je vous montre, bon celle-là je l'avais utilisée au début sur mon premier transparent, et évidemment une image ne montre qu'une partie. Il y a cette partie, l'arrière qui est cachée sur cette image du plus gros lobe, dont on peut avoir presque l'impression qu'il y a un morceau qui s'est échappé. Vous voyez cet aspect très lisse qu'il y a là. Donc, oui, des fragmentations de noyaux cométaires. On sait que ça existe, on l'a déjà constaté. Hein.
Ces structures sont étonnantes, on ne le dira jamais assez, parce que c'est des structures qui se forment sous une pesanteur extrêmement réduite, hein, je l'ai dit, parce qu'il y a eu des processus d'érosion qui n'ont rien à voir avec nos processus d'érosion terrestre, et puis surtout parce que c'est un objet qui n'a pas été, si je puis dire, remis à zéro depuis 4,6 milliards d'années. Hein. Sur Terre, on a eu la fluidification, on a la tectonique des plaques, on a l'érosion qui fait très vite disparaître les montagnes. Là, c'est pas comme ça. Hein. Et ces structures variées, on hésite à les nommer. Hein. On voit parfois des structures, on le voit un petit peu sur l'image, là, sur la partie en bas à droite, on a envie de dire c'est des falaises. Ben non, c'est pas des falaises, il n'y a pas de sédiments là-dessus. Hein. Alors on dit c'est des terrasses, c'est des strates. Je vous montrais tout à l'heure un modèle qu'on avait fait pour concert. C'est peut-être justement des structures qui sont extrêmement primitifs, des agrégats primordiaux qui se sont tassés les uns contre les autres. Il y a des cratères, mais il y a peut-être des cratères d'impact, il y a peut-être aussi des cratères qui sont en gros des cheminées, des évins, d'où sort la vapeur d'eau qui a été chauffée dans la sous-surface. On voit aussi des éboulis, on voit des zones très lisses. Ces zones très lisses, certaines peuvent être constituées de toutes petites particules, de la matière granulaire, et puis d'autres, ça peut être un peu de la glace qui s'était sublimée, qui s'est recondensée. Il y a sûrement les deux qui existent. On voit des structures texturées. Alors, justement, tout à l'heure, je vous avais montré toute une grande image avec des éboulis. Ben voilà un de ces éboulis, vu en gros plan. Et il y a une ombre. Donc, puisqu'il y a une ombre, puisqu'on connaît la géométrie, on peut en déduire la hauteur. 45 mètres de haut. Donc, un petit machin d'1 mètre qui se poserait dessus, même si c'est tout mou, c'est peut-être déconseillé. Hein. Donc, on est bien content de ne pas avoir pris cette région-là. Hein. Bref, tout ça, ça témoigne d'une histoire extrêmement longue, extrêmement complexe, qu'il faut encore décoder. Hein. Il faut aller bien au-delà des images. Remarquez, pour comprendre la géologie de la Terre, il a fallu du temps. Hein, et là, il faut du temps, même en ayant un peu de vérité terrain, pour comprendre tout ça. Et en particulier, pour bien le décoder, il va falloir suivre toute l'évolution au cours de l'orbite pendant plus d'1 an. Hein. Donc, il y a déjà des images un peu géologiques qui sont faites. Vous voyez les 2 morceaux, là, un petit peu. Là, on voit le gros morceau du côté très lisse dont je parlais tout à l'heure. Et puis là, vous reconnaissez l'image plus classique. On commence à voir pas mal de caractéristiques physiques, vous voyez, connaître les dimensions très précises des différents lobes, connaître très précisément la masse, approcher proprement le volume. Je dis approcher proprement parce qu'il y a encore une petite zone qui est à l'ombre. Donc évidemment, si c'est à l'ombre, on ne peut pas le voir. Hein. C'est comme le pôle sud, quand il est à l'ombre, on ne peut pas le voir. Hein. Une température de surface qui est estimée. Hein. Et aussi, dès à présent, des zones actives que l'on voit bien. Hein. Donc là, évidemment, les contrastes ont été exagérés pour qu'on puisse voir ces filaments, ces zones actives qui s'échappent principalement de la région entre les 2 lobes, mais aussi un petit peu latéralement, un petit peu partout. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester maintenant à 24 km d'altitude plutôt que d'être trop longtemps tout près. Et bien sûr, il y a déjà beaucoup de gaz qui commencent à être identifiés, des poussières aussi, et tout ça, toute la mission continue encore. Les prochaines dates importantes, vous l'avez entendu, c'est le 12 novembre 2014. Ce sera aussi le mois d'août de l'année 2015 avec le passage au périhélie. Et j'ai repris cette image d'une autre comète Magnote parce qu'elle nous montre vraiment un petit peu le lien entre ces comètes dont les molécules se sont formées dans le milieu interstellaire, et nous voyons là la Voie lactée, et qui ont pu amener sur Terre, c'est une image qui est prise avec en perspective la cordillère des Andes et de la glace, qui ont pu apporter sur Terre de l'eau et des molécules carbonées. Et je vous remercie de votre attention. J'ai peur d'avoir été un peu trop longue.
Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Je suis à votre disposition pour vous tendre le micro. J'aurais 2 questions, s'il vous plaît. Merci de votre superbe exposé qui complétait très bien pour moi celui de jeudi aux arts et métiers. Je n'ai pas tout à fait dit la même chose. Ah, C'était pas orienté sur la même perspective. Très bien. Première petite question. Le col que l'on voit sur Churyumov-Gerasimenko est le lieu où il y a les premières manifestations d'activité. Est-ce que ça n'est pas une des raisons pour lesquelles le col s'agrandirait, se creuserait, quoi? Alors, c'est une très bonne question. On n'en sait rien. Hein, et on ne le saura que lorsque l'on pourra définir si les 2 lobes sont de nature indépendante, c'est-à-dire typiquement ont une densité globale différente, hein, ou pas. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément d'objets dans notre système solaire. On connaît aussi le noyau de la comète Hartley 2, mais il y a aussi des tout petits astéroïdes qui sont bilobés de la sorte. Ce que l'on voit par le calcul aussi, c'est que quand ces objets se passent à proximité l'un de l'autre dans la ceinture de Kuiper, où ils se sont formés probablement, hein, ou a fortiori dans le nuage de Oort, leurs vitesses sont tellement faibles que leurs vitesses relatives sont très faibles et que ce n'est pas des collisions et ils vont simplement pouvoir rester proches par leur gravité mutuelle. La deuxième question, est-ce que cette charmante comète qui a un nom à coucher dehors, mais j'essaierai quand même, Churyumov-Gerasimenko, est suffisamment banale pour nous apprendre des choses ordinaires sur les comètes ou pouvons-nous craindre de n'apprendre que des choses de cette comète? Alors, ce que l'on constate, c'est, je l'ai dit au départ, on a vu que cette comète avait une densité faible, comme toutes celles qu'on avait déjà pu survoler. On a constaté qu'elle était très sombre, évidemment là c'est exagéré, hein, mais elle est très sombre comme les autres. Tiens, justement, sur ce dernier transparent, qu'il y ait du H2O qui sorte, du monoxyde, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac décomposé, soufré, tout ça c'est normal. C'est tout ce qu'on peut dire. J'ai l'impression que tout ce que l'on savait des autres comètes, on le retrouve sur celle-là. Maintenant, ne serait-ce que par les images, on la voit de beaucoup plus près, on voit que sa surface est beaucoup plus irrégulière, et maintenant, quand on regarde, c'est pour ça peut-être que je les ai mises, les images des noyaux cométaires qu'on avait pris avant, et qu'on se dise, ah, mais on l'oublie, mais pour de vrai, on passait à toute vitesse, donc il y avait du filet, et puis il y avait quand même comme un brouillard, parce que ces noyaux n'étaient pas trop loin du Soleil, donc il y avait un brouillard entre la caméra de la sonde qui survolait et la surface, donc qui rendait tout plus flou. Hein. Ça paraît cohérent. Attendez, j'arrive. Oui, moi, comme d'habitude, je dis les mêmes choses, mais je le pense réellement. Merci à Univers Science et merci à vous, madame, parce que c'est de haute volée et vous êtes d'une clarté. Moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine, etc. Donc, j'ai 2 questions très générales. C'est bien, si vous voulez, d'apprendre des choses incroyables. Alors, j'ai 2 questions très générales. La première qui m'a un peu interpellée, c'est que vous avez dit que vous étiez obligé de mettre des panneaux solaires parce que les États-Unis avaient le droit d'utiliser une méthode que nous n'avons pas le droit d'utiliser. Est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, enfin, bon, c'est un développement qu'ils ont fait historiquement à des fins militaires par l'Air Force, et c'est leur droit de ne pas vouloir le vendre. Ah oui.
ils ne veulent pas le vendre, mais si nous on le refaisait, on est autorisé. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais l'impression qu'ils étaient autorisés, un peu comme le nucléaire. Certains pays ne sont pas autorisés. Ah non, Non, c'est simplement, c'est un développement. Tous ces développements ont été faits essentiellement à l'époque de la guerre des étoiles entre les Américains et les Soviétiques. Et vous savez qu'à cette époque-là, l'idée, c'était d'avoir le moyen de déplacer très vite un satellite militaire en orbite autour de la Terre, alors que les satellites, ils suivent les lois de Kepler, bêtement. Hein. Donc pouvoir le déplacer très rapidement pour qu'il puisse aller casser un autre satellite. Oui. Et donc, il y avait ce système qui a été développé, que la NASA a le droit d'utiliser maintenant parce que pour les missions américaines, et qu'on n'a pas eu le droit d'utiliser, même d'acheter. Ah, on n'a pas eu le droit de l'acheter. On n'a jamais eu le droit de l'acheter en Europe. Ils ne veulent pas le vendre, oui, je comprends. Oui, je comprends. Et alors, j'ai deux autres questions. Et c'est leur droit le plus strict. Oui, c'est leur droit le plus strict. C'est pas comme le nucléaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, je suis pas sûre que tout puisse être vendu dans le nucléaire d'un pays à un autre. Je ne sais pas si ça se fait d'acheter un sous-marin nucléaire clé en main. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on interdit certains pays de développer le nucléaire. Ouais. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. D'accord, merci. Deux autres questions qui sont très très banales et qui, pour moi, le prix, parce que ça fait 10 ans, c'est finalement... ça fait beaucoup plus de 10 ans. Ça a été lancé il y a 10 ans, oui. Mais on a commencé à réfléchir là-dessus, je dirais pas le lendemain du survol de Giotto, c'était le 14 mars, Giotto. On a commencé à en parler pendant l'été 86, on a eu une grosse réunion en septembre 87. Hein. Oui. Donc ça a été très long. Alors, vous voulez poser une question sur le coût, c'est ça? Sur le coût. Et ma dernière question, et pardonnez-moi, pourquoi cette comète? Pourquoi celle-ci? Alors ça, je vais déjà répondre à la question pourquoi cette comète. Elle est simple, je l'ai dit, mais en le disant très vite. Hein. On savait, à l'époque de la comète de Halley, on était pris un petit peu à la gorge, hein, parce que la comète de Halley, c'était bien pour la première survolée, parce qu'on connaissait déjà bien son orbite. Ça se fait quand on veut faire rejoindre quelque chose. Hein. Mais c'est un one-shot tous les 75 ans, la comète de Halley. Là, on s'est dit, si le lancement ne peut pas avoir lieu au moment prévu, on n'avait pas pensé au problème Ariane, mais si tout n'est pas prêt au moment prévu, il faut avoir des backups, des rechanges. Et il se trouve qu'il y a toute une collection de comètes, celles que j'ai appelées de la famille de Jupiter, qui sont des comètes qui sont à peu près dans notre plan orbital, qui vont toutes à peu près jusqu'à 5 fois la distance de la Terre au Soleil sur leur plus grande distance. Donc, c'était une comète de ce genre-là. Et a priori, on s'était dit, la comète Virtanen, on a dû laisser passer 1 an. Et bien, sur la liste possible, la comète suivante, c'était Churyumov-Gerasimenko, ce qui a fait très plaisir à nos 2 collègues ukrainiens. Comment ? Non, il y en a beaucoup qui vont beaucoup plus loin. Mais si on avait voulu aller encore plus loin, la mission aurait été encore plus longue. Il se trouve, grâce à Jupiter et ses perturbations gravitationnelles, qu'on a toute une collection de comètes dites de la famille de Jupiter, alors qu'elles ne viennent pas de la cuisse de Jupiter. Je commence à fatiguer. Hein. Et donc, on a toute une collection de comètes qui ont des orbites relativement voisines aujourd'hui. Alors, le coût. Alors, le coût, c'est une question très compliquée. Hein. Je suis professeur émérite. Alors, je commence par moi, excusez-moi. Hein. Je suis professeur émérite, c'est-à-dire que j'ai juste ma retraite. Hein. Bon, alors, je pourrais dire que je ne coûte rien. Hein. Je travaille quand même dans un laboratoire, le laboratoire qui s'appelle le Latmos, il est nettoyé, les pelouses sont tondues de temps en temps. Est-ce qu'il faut inclure ça dans le coût, hein? À l'époque, on était très nombreux à travailler sur le projet qui a commencé à s'appeler Comet Nucleus Sample Return, puis on s'est rendu compte que c'était vraiment trop compliqué de faire un retour d'échantillon, Sample Return, qu'il valait mieux faire un rendez-vous avec des instruments analysant sur place. Il y avait beaucoup de scientifiques qui travaillaient là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre le coût de ces scientifiques à l'époque? Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Et vous pouvez trouver des valeurs qui sont différentes suivant ce que vous incluez, presque d'un facteur 5, hein, d'autant plus que les gens ne sont pas payés autant dans tous les pays d'Europe. On a quelques Américains qui participent, ils nous offrent gratuitement leur Deep Space. Le moins, bon, j'ai envie de vous dire que c'est aux alentours d'1 milliard d'euros.
Ça me paraît la valeur la plus raisonnable en incluant beaucoup de choses, pas seulement ce que ça coûte à l'ESA. Oui. Alors voilà, vous avez peut-être en partie répondu ou même totalement, répondu à ma question en disant que c'est peut-être l'influence de Jupiter qui aurait expliqué la formation de cette orbite très allongée de la comète. Mais vous avez dit aussi qu'elle pourrait... Excusez-moi, je vous interromps. À ce niveau-là, cette orbite très allongée, mais elle est moins allongée que les orbites de la plupart des comètes. Oui. Vous avez des orbites qui vont aller beaucoup plus loin. L'orbite de la comète de Halley, par exemple, elle ne va pas aller jusqu'à 5 unités astronomiques, elle va aller jusqu'à 40 unités astronomiques. Oui, alors... Et simplement ce passage pas trop loin de Jupiter leur donne des orbites un peu moins allongées et des périodes un peu plus courtes. Oui, corrigerait en quelque sorte l'ellipse de départ. Voilà. Mais quand vous avez laissé entendre que ça venait de la ceinture de Kuiper. Oui. Et la ceinture de Kuiper possède des objets qui tournent en rond autour du Soleil dans des orbites quasi circulaires. Absolument. Alors, oui. Comment aurait-elle acquis la quantité de mouvement nécessaire pour une orbite très allongée ? Tout ceci est lié en fait à des perturbations gravitationnelles, toujours. Que l'on soit dans le nuage de Oort ou dans la ceinture de Kuiper, on est très sensible aux perturbations des étoiles proches. Aujourd'hui, l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Les étoiles ont des vitesses relatives entre elles. Il y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a 10 millions d'années, il y a 30 millions d'années, pas longtemps, aux échelles du système solaire, c'était une autre étoile sûrement qui était proche. Et il y a des moments, on le pense, enfin c'est les modélisations qui l'indiquent, il va y avoir beaucoup plus de comètes qui descendent vers le Soleil. Parce qu'une fois qu'une comète descend vers le Soleil et sur une orbite pas trop allongée, eh bien chaque fois elle s'use un petit peu, elle peut se fragmenter, où elle perd un peu de ses glaces, et puis au bout de pas longtemps, alors là pas longtemps du tout, 10 000 ans, 100 000 ans, vous voyez toujours ces échelles astronomiques, eh bien elle a peut-être perdu toutes ses glaces, elle ressemble à un astéroïde de type primitif, mais il n'est pas marqué sur l'astéroïde « j'étais une comète », ce serait trop facile pour aller le voir, ou bien toutes les glaces peuvent être complètement... cachées par des poussières qui sont retombées, et on a cette notion de dire qu'il existe peut-être des comètes dormantes qui pourraient se réactiver s'il y avait un impact ou autre. Donc il serait exclu qu'elles soient d'origine extrasolaire. Ah, alors, ça c'est une très bonne question. Effectivement, il y a toujours eu un rêve autour des comètes d'origine extrasolaire. On sait depuis longtemps qu'elle ne l'est pas, à partir du moment où, par des observations spectro à distance, on voit les abondances relatives des gaz, des atomes même, on voit que tout ça, c'est type système solaire. Maintenant, peut-être qu'un jour, on découvrira une comète qui vient de l'extérieur. Et peut-être, ceci étant, on pourrait parler de nous-mêmes, on en voit peut-être des comètes ailleurs, suite à des perturbations gravitationnelles. Mais il semble bien que statistiquement, beaucoup de comètes, celles qu'on a pu analyser jusqu'à présent, celles qu'on a pu analyser sont de type solaire, appartiennent à notre système solaire. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question concernant l'homochiralité, alors qu'on retrouve sur Terre. Qu'en est-il par rapport aux comètes ? Alors, c'est une question qui a été souvent posée, puisque je vous ai dit, alors l'homochiralité, n'est-ce pas, c'est pour les molécules de vie, on va penser aux acides aminés, pas encore de vie, etc. C'est à partir du moment où on a pensé que les comètes pouvaient être avoir apporté des briques pour la vie. C'est une question qui s'est posée. À distance, l'homochiralité, on peut y avoir accès, alors c'est un domaine que je connais bien, par des mesures de polarisation circulaire. Sur 3 comètes pour lesquelles des mesures de polarisation circulaire ont été faites, mais avec des barres d'erreur épouvantables, on peut penser que c'est l'Évrogir, mais sans trop oser le dire. Là, à contrario, on peut espérer qu'il va y avoir des mesures qui pourront être faites et
on saura peut-être répondre à cette question. Ah non, pas du tout. Hein. Là, c'est vraiment du Philae, Ptolémée, et en plus, c'est une chose, je crois que c'est Carl Sagan qui disait ça, tout ce qui peut avoir trait à l'origine de la vie, est-ce que c'est endogène ou exogène, en gros, enfin, comment est apparue la vie, c'est, ou même la question, non, il le disait, pour la vie ailleurs dans l'univers. C'est des questions qui sont tellement, elles ne sont pas plus sérieuses que les autres, mais elles ont tellement d'implications philosophiques que... tout le monde exige une rigueur absolue là-dessus. Et je vous ai beaucoup parlé, parce que ça montre comment la science avance, comment on avait pu commencer à deviner que la structure des comètes était très poreuse avec les forces non gravitationnelles. Quand il a commencé à être dit que, il semblait qu'il y ait des comètes qui ont une densité inférieure à 1, dans nos milieux, il y a des gens qui ont dit mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. Il y en a d'autres qui ont dit si, c'était pas un débat qui allait bouleverser toute la société. Donc là, les gens feront très attention là-dessus. Pour l'instant, il n'y a même pas encore les éléments de mesure. Oui. À quelle distance de la Terre se trouvera Rosetta le 12 novembre ? Et d'autre part... ça fait à peu près 3 unités astronomiques. C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire 3 fois 150 millions de kilomètres. Et plus précisément, la distance, c'est à une demi-heure de lumière, le 23-26 minutes que je vous ai donné. Hein. Puisque la distance, c'est la distance que parcourt la lumière à 300 000 km par seconde. Donc, quand vous connaissez le temps de décalage du signal, vous avez la distance. Et c'est de l'ordre de 3 unités astronomiques, c'est-à-dire de 450 millions de kilomètres. Mais pour ces distances-là, on préfère presque de parler de temps que va mettre la lumière pour le parcourir. Parce que, 10 km à pied, je vois ce que ça veut dire. 10 000 km en avion, je vois ce que ça veut dire. À la limite, 380 000 km pour la Lune, je vois ce que ça veut dire. Et 450 millions de kilomètres, ça devient un peu abstrait. On le perçoit. Est-ce qu'il y a dans les cartons d'autres projets de même nature dans les années qui viennent ? Alors, dans les cartons, il y a toujours beaucoup de projets. Hein. Ça, faites confiance aux scientifiques. Hein, il faut quand même de l'imagination. Il y a un projet qui existe et que personne ne sait faire, même s'il fallait dépenser 10 milliards et plus pour le faire, c'est d'apporter sur Terre des échantillons de matière cométaire. Pourquoi on ne sait pas le faire ? Justement, c'est une histoire de structure. Parce que si on arrivait à se poser sur un noyau cométaire, à avoir pas un petit SD2, mais un gros machin qui prélève de la matière sous la surface quand même, pour que ce soit bien protégé du rayonnement solaire, qui le mettent dans une capsule. Vous voyez, déjà, c'est compliqué, ça. Hein, que cette capsule soit un parfait, frigo, un vase d'ivoire, pour que ça reste bien à la température très froide originelle. En particulier, à l'intérieur du noyau d'une comète, je vous ai montré des images avec la température de surface, mais la température interne est beaucoup plus basse. On arrive à des dizaines de Kelvin, certainement. Donc, imaginons qu'on ait tout ça. Vous avez donc cette précieuse capsule qui, ça on peut le faire, revient sur Terre. On a ramené des tout petits échantillons de Stardust. Les Japonais ont ramené des tout petits échantillons d'un astéroïde Itokawa avec Hayabusa. Bon, j'ai un peu de mal parfois avec les noms japonais. Mais là, on a une matière qui est très poreuse, qui est très fragile. Quand vous revenez même d'une station spatiale, même de la navette spatiale quand elle existait sur Terre, n'importe quel véhicule ou n'importe quel être humain qui revient encaisse des jets. Hein. Et vous imaginez cette chose beaucoup plus poreuse qu'une pierre ponce, constituée de petites poussières, comme ça, qui tout d'un coup va encaisser 2 ou 3 jets. Vous retrouvez de la bouillie et vous n'avez plus rien de l'information initiale. Donc, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, mais les solutions qu'ils ont trouvées pour l'instant, c'est pas de mal à veille.
Dernière question peut-être. Ah oui, d'accord, j'arrive. Ah oui, allez, je vous en prie. Oui, souhaitons que ça réussisse, hein, que l'atterrissage, entre guillemets, réussisse. Bon, on a eu déjà beaucoup de chance, je crois, hein, pour que ça ait marché jusqu'à présent. Enfin, c'était peut-être pas de la chance jusqu'à présent, parce que tout ça a été fait très sérieusement, avec aucune impasse sur les procédures. Justement, vous voyez, il y avait cette idée dès le départ, si on n'est pas prêt à temps, on peut avoir plusieurs comètes. Pour répondre à votre question, non, c'était vous qui posiez la question sur laquelle a-t-on choisi, hein. Bon, oui, c'était vous, hein, c'est ça. Bon, on a fait les choses très sérieusement, tout a marché magnifiquement, tous les instruments fonctionnent bien pour l'instant. Alors oui, peut-être on aura de la chance, mais sérieusement, si ça marche, ce sera... Alors, deux choses à dire. C'est parce qu'on aura eu de la chance, si ça marche, Philae. Et surtout, j'insiste là-dessus, Philae, c'est pas toute la mission, hein. La mission, c'est vraiment Rosetta. Et je voudrais pas que les médias fassent des grands titres en disant Rosetta, un échec. Ben, oui. Oui, hein. On aime beaucoup plus parler on parle des catastrophes, on ne parle pas de ce qui se passe bien, hein. Mais, et là, je vais d'ailleurs en dire deux mots, si vous me le permettez, des rendez-vous pour ceux qui sont intéressés le 12. Hein. Le 12, c'est juste un moment intéressant, mais ça va continuer. Plus on se rapproche du Soleil, plus ça devient intéressant scientifiquement, hein. Plus la matière qui est sous la surface va dégager, plus les analyses vont être fascinantes, hein. C'est juste un événement et je ne voudrais pas que ce soit l'occasion de dire « Ah, on est nul en France, on est nul en Europe, on ne sait rien faire, hein. » Bon, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Alors, hein. le 12 novembre, donc c'est une échéance. OK, ça marche. Oui. Ou ça ne marche pas. Oui. Après. Alors, après, voilà, bonne question, hein. Août 2015, on passe au périhélie, donc on s'est rapproché au maximum du Soleil, mais en étant même un peu moins près que la Terre, comme je le disais. Après, la comète suit son orbite, donc elle s'éloigne du Soleil. La mission nominale dure jusqu'au 31 décembre 2015. Maintenant, ce qu'on sait, à moins que l'Agence spatiale européenne ne fasse complètement faillite d'ici là, on l'a vu pour toutes les missions de l'Agence spatiale européenne, elles sont toujours prolongées quand ça marche. Donc ça continuera après. J'ai même des collègues et amis qui ont commencé à dire « Ah ben oui, on va pouvoir continuer après pendant 1 an et demi, après on réarrivera au niveau des 4-5 unités astronomiques, les panneaux solaires sont trop éloignés, on remettra en hibernation et on recommencera. » On a de l'avenir, hein. Mais je veux vraiment insister sur le fait que Philae, c'est un joli moment, mais il ne faut pas, si ça ne marche pas, considérer que la mission est un échec. Et à ce niveau-là, j'avoue que j'ai un petit peu peur des gens qui vont pouvoir gloser là-dessus. Alors justement, je voulais vous parler des sites, des lieux où vous pouvez vous trouver. Il y en aura beaucoup, parce qu'évidemment, ça intéresse le grand public. Il y a un événement qui est préparé à la Villette, qui va être très joli. Il y en a aussi un qui est préparé, je l'ai appris récemment, au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Il y a des événements locaux, et il y en a plusieurs. Je sais que notre laboratoire, la partie vraiment instrumentale du labo, ça se trouve à Guyancourt. Eh bien, le labo de Guyancourt sera ouvert, le grand amphi, en temps réel, ce soir-là, s'il y a des gens qui habitent du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais il y a plein de lieux qui vont être ouverts. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que par définition, les gens qui sont vraiment impliqués dans la mission Rosetta, ils ne seront pas là. On sera forcément en Allemagne, soit à Darmstadt, qui est le centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne, c'est l'ESOC, c'est à côté de Francfort, soit au DLR, donc à l'Agence spatiale allemande, c'est à côté de Cologne. Entre Bonn et Cologne, enfin bon. Et d'ailleurs, on risque de passer de l'un à l'autre, même si c'est un peu long par la route.
Bon, donc les gens vraiment impliqués ne seront pas là. Et pour tous ceux qui n'ont pas envie de se déplacer, je crois qu'une bonne chose, c'est de suivre les événements sur Internet. Alors, les événements sur Internet, vous prenez votre moteur de recherche favori, vous écrivez ESA, Agence spatiale européenne, European Space Agency, et Rosetta. Et rien qu'en mettant ESA et Rosetta, vous trouvez beaucoup de choses. Ah oui, il doit y avoir quelqu'un qui veut vendre des pierres de Rosette ou des copies de pierres de Rosette au début, mais enfin bon, hein, il a payé le moteur de recherche que je ne cite pas, mais qui est quand même bien commode. Hein. Bon, et donc à ce moment-là, vous allez voir, à mon avis, ce qui est très bien, c'est le site de l'ESA. Donc quand vous regardez tous les... il y a le site de l'ESA qui est traduit en français. Bon, c'est un avantage, mais il y a toujours un petit peu de retard, évidemment. Voilà. Et celui, quand on cherche et qu'on trouve ESA Our Science, notre science et Rosetta, on tombe tout de suite sur le grand site de Rosetta, qui a plein de choses. Alors évidemment, il vaut mieux naviguer un peu de temps à l'avance pour tout trouver, qui retransmet en direct des conférences de presse, qui les met en ligne après. Et je l'ai vu là à tous les niveaux. Les gens qui parlent savent vraiment bien dire ce qui se passe et sans faire de sensationnalisme. Il y a aussi le site de la NASA qui est bien propre aussi, qui reconnaît tout ce qu'il y a eu de fait très beau et qui ne veut pas expliquer on est les meilleurs et les Européens ne sont pas bons. Tout ça, c'est des collègues qui travaillent entre eux hein, pour l'instant. Il y a aussi le site du DLR, alors là c'est en allemand, hein. Et puis il y a aussi le site du CNES. Donc quand vous regardez, si vous faites CNES Rosetta, vous arrivez sur les sites du CNES. Il faut toujours mieux se familiariser un petit peu à l'avance parce que ces sites très riches, il faut naviguer dedans, hein. Mais ça peut être très agréable parce que de toute façon, les informations ils seront données en temps réel. Donc je vous remercie, c'est terminé maintenant, je vous coupe la parole, parce que c'est enregistré en plus, on ne peut pas parler comme ça, excusez-moi. Hein. Donc je vous remercie à tous d'être venus très nombreux pour assister à la conférence de Madame Annie-Chantal Levasseur, qu'on peut applaudir effectivement. Et merci de votre patience et merci de votre intérêt. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a la chance, quand on fait de l'exploration aujourd'hui, avec tous les moyens justement qui sont Internet, hein, de pouvoir y associer tout le monde sur la planète et dans nos pays, surtout quand on est dans un pays avec le CNES qui est très impliqué. Et on n'a pas à attendre les grands explorateurs de l'Antarctique pour avoir leur récit. On peut tout avoir en temps réel et vous explorer tout autant que moi cet objet incroyable. Voilà, merci. Et donc je vous donne rendez-vous le 12 novembre à la Cité des Sciences dans l'après-midi pour assister en direct à l'atterrissage de la sonde Philae sur la comète. Enfin, du moins on espère. Voilà. Bonne soirée à tous.